Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré aux obligations, aux fonds obligataires à échéance. Je suis ravi que vous ayez choisi de vous joindre à nous aujourd'hui pour décoter ensemble ces produits ainsi que les stratégies qui entourent ces instruments financiers. Dans un monde où l'incertitude économique peut parfois, on va dire, être assez omniprésente, les fonds obligataires à échéance se distinguent comme des outils de gestion du risque qui offrent un équilibre entre stabilité et rendement potentiel. Au cours de cette session, nous examinerons leurs avantages et discuterons des meilleures pratiques pour les intégrer de manière optimale dans votre portefeuille. Je vous invite évidemment à poser vos questions à l'issue de notre échange que j'aurai puisque nous avons le plaisir d'accueillir Bertrand Conchon, donc avec Bertrand, directeur commercial adjoint de Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Jean-Yves, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, comme première question, classiquement, Bertrand, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre société? Absolument. Ophi Invest, c'est au 30 juin de cette année 187,3 milliards d'euros d'encours gérés. Un métier, la gestion d'actifs. D'accord. Donc nous gérons du côté et du non-côté. Nous sommes une société française et ça nous positionne en ce que je viens de dire, les actifs gérés en 5e acteur français en termes d'encours gérés. Alors aujourd'hui, on parlera davantage de notre entité Ophi Invest Asset Management qui est spécialisée dans la gestion d'actifs cotés. Alors, première question, Bertrand, pouvez-vous nous rappeler la définition d'une obligation et les paramètres qui font évoluer la valeur d'une obligation jusqu'à sa maturité? Ouais. Alors une obligation, déjà, qu'est-ce que c'est pas? Ce n'est pas une action. Quand vous avez une action, vous êtes propriétaire d'une partie de l'entreprise. Quand vous avez une obligation, vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à un État le plus souvent. Et cette entreprise ou cet État vous donne une rémunération pour ce prêt. Vous n'êtes pas du tout propriétaire de l'entreprise. En revanche, vous avez une créance, donc vous prêtez de l'argent et on vous donne un intérêt régulier pour ça. Cet intérêt régulier, ça s'appelle un coupon. Et qu'est-ce qu'on regarde quand on parle d'obligation? On regarde le taux de rendement, donc le coupon qu'on va avoir. Est-ce que c'est un coupon fort? La rémunération, tout simplement. La rémunération, exactement. J'ai prêté de l'argent. Quelle est la rémunération que va me donner l'entité à qui j'ai prêté? Et le deuxième paramètre qui est important, c'est à quelle échéance je prête. C'est pas pareil de prêter pour 1 an ou de prêter pour 30 ans. Donc évidemment, c'est très important et ça a un impact. C'est la maturité. Ça. La maturité, exactement. Enfin, on dit souvent que l'évolution de l'obligation, du cours de l'obligation, va à l'inverse des taux. Alors, je vais essayer d'expliquer ça très brièvement. Pourquoi? Vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à un État, il vous donne une rémunération, je vais dire un exemple totalement loufoque, de 2%. Si les taux sans risque, les taux de base, augmentent à 3 ou 4%, est-ce que, à votre avis, Jean-Yves, la valorisation de mon obligation qui me donne du 2% tous les ans est plus ou moins intéressante? J'ai plutôt envie d'aller vers 3 ou 4. On est bien d'accord. Donc, elle est moins intéressante. Donc, mon obligation à 2%, quand les taux ont monté, est moins intéressante. Alors que si les taux d'intérêt de base baissent, mon obligation qui me donne 2, et si le taux sans risque ou le taux passe à 0, elle sera plus attractive. Donc, vous voyez que la valorisation de l'obligation que j'ai dépend des taux. Si les taux montent, ma valorisation baisse. Et si les taux baissent, la valorisation de l'obligation monte. C'est aussi simple que ça. D'accord. Des obligations anciennes, donc on est d'accord. Oui, c'est ça. Déjà achetées. D'accord, déjà acheté. Alors, le marché offre une variété de produits obligataires assez importante, telles que les obligations d'entreprise, la dette souveraine. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les différentes classes d'actifs portées par ces obligations? Alors, d'abord, on va évacuer un sujet qui est le non-coté. Il y a des toutes petites entreprises qui peuvent faire des toutes petites obligations. C'est un risque très spécifique. On appelle ça le monde du non-coté. Je pense pas que ce soit un sujet différent. C'est souvent des très gros risques associés avec des grosses rémunérations, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si on parle plutôt d'un investissement plus classique, plus liquide, qu'on peut mettre en portefeuille, on va regarder surtout 2 types d'obligations pour un investisseur. C'est soit des obligations dites souveraines, donc des obligations d'État,
D'accord. France ou autre État, un État émergent, Amérique, ce que vous voulez. Émise par le souverain, donc Émise par tous voilà. les États. En France, par exemple, tout le monde connaît l'OAT, donc c'est l'emprunt d'État français. L'obligation assimilable du Trésor. Absolument, Jean-Yves, exactement. Ça, c'est un type d'obligation. Et le deuxième type d'obligation, ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, c'est des obligations d'entreprise. Et là, vous prêtez à des entreprises avec des risques différents que ceux des États. D'accord, très bien. Merci. Donc, Bertrand, troisième question qui peut, qui est dans le corollaire de ce qu'on a déjà un petit peu discuté, de ce dont on a un petit peu discuté. Les obligations sont très recherchées actuellement, on le voit bien. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de cet engouement? Est-ce que c'est un engouement opportuniste? Est-ce qu'il y a une opportunité, une fenêtre de tir, on va dire, assez intéressante actuellement? Alors, pour nous, c'est clair, les obligations peuvent à nouveau retrouver toute leur place dans une allocation d'actifs. Pourquoi chacun sait que l'inflation est présente, omniprésente et forte. C'est un vrai sujet de société. Cette inflation, il faut la contrer. Pourquoi? Parce que quand les prix augmentent, c'est mauvais pour les particuliers que nous sommes, parce qu'on a plus de difficultés à acheter notre pain, nos denrées quotidiennes. C'est aussi mauvais pour les investisseurs en général, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, parce que ils ont moins de capacité à aller investir, c'est trop cher tout simplement. Donc l'inflation, c'est pas bon. Et les banques centrales dans le monde luttent contre l'inflation. C'est un cercle, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est un cercle qui est vicieux, qui n'est pas bon, trop d'inflation. Et pour lutter contre l'inflation, les banques centrales, qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale? C'est comme une banque classique, sauf qu'une banque centrale, elle a un pouvoir en plus, elle octroie ou pas du crédit. Elle est plus ou moins restrictive. C'est-à-dire qu'en fait, les banques commerciales vont chercher une fois par semaine à la banque centrale ce dont elles ont besoin, quoi. Exactement. Et la banque centrale, elle est plus ou moins ouverte à offrir des liquidités aux autres banques. Et quand il y a de l'inflation, pour lutter contre l'inflation, la hausse des prix, les banques centrales vont avoir tendance, qu'elles font aujourd'hui, à réduire l'octroi du crédit. Autrement dit, à monter les taux directeurs, ce qu'elles ont fait. Donc, c'est plus cher d'emprunter. Il n'y a qu'à voir les emprunts immobiliers. Aujourd'hui, vous voulez emprunter pour acheter une maison ou acheter votre résidence principale, un appartement, c'est pas les mêmes conditions qu'il y a 2 ans. C'est beaucoup plus cher. Entre 4 et 5% sur des taux à 20 ans, alors qu'on était à encore de l'ordre de 1,5 à 2 dans les moins bons dossiers à 2. Exactement. Sur 20 ans. Exactement. Donc, les banques centrales ont monté leurs taux pour lutter contre l'inflation et ça se reflète jusque dans les crédits immobiliers et aussi dans le prix des obligations. Alors, là, c'est un effet d'aubaine, une opportunité, effectivement, parce que quand vous allez emprunter, on revient à notre exemple de crédit immobilier, ou un investisseur qui veut faire un investissement qui va emprunter, ça lui coûte plus cher. En revanche, si vous prêtez, donc si vous souscrivez une obligation, on en revient à notre sujet de base, là, vous avez une rémunération qui devient plus attractive. Je vais vous donner 2 exemples. Si vous prêtiez à l'État français, sur une durée de 5 ans, donc l'OAT 5 ans, au 13 novembre 2021, donc il y a 2 ans, il vous donnait moins 0,35%. Rappelez-vous, on était dans un hiver de taux négatif. C'est-à-dire qu'il fallait payer l'État pour avoir le droit de lui prêter de l'argent. C'est-à-dire que l'État, en fait, il distribuait pas des taux négatifs, mais on remboursait à l'État français moins que ce qu'on avait emprunté. Voilà, en tout cas, ça faisait pas rêver. C'est clair. Aujourd'hui, enfin plutôt au 13 novembre 2023, j'ai les chiffres d'hier. Au 13 novembre 2023, ce même rendement de l'OAT à 5 ans, toujours le souverain français, vous donne en rémunération, en rendement, plus 3,05%. C'est pas le même monde quand même. Significativement supérieur. Voilà, donc vous voyez que l'effet des banques centrales dont on parlait à l'instant a bien joué sur tous les instruments de taux. Et si on parle des entreprises, on peut parler par exemple de l'indice HEAE. Alors qu'est-ce que c'est que cet indice? C'est au 13 novembre 2023, c'est 330 entreprises, obligations d'entreprise, plutôt bien noté, double B, ça reste du spéculatif, du haut rendement, mais c'est quand même le haut du rendement à double B. Cet indice-là, si vous le preniez il y a 2 ans, donc au 13 novembre 2021, vous étiez à 2,80 de rémunération. D'accord, 2,80. Voilà, au 13 novembre 2023, donc 2 ans après, vous êtes à plus 7,80%. De rendement. Voilà. Ces exemples, ça donne une idée moyenne de ce qui peut être attendu sur ces 2 typologies d'émetteurs obligataires.
État ou entreprise, j'attire votre attention, ce sont des rendements théoriques, bruts de quelque frais que ce soit et qui sont donnés ici à titre d'exemple. Ils ne sont en aucun cas garantis et sont sujets à d'éventuelles défaillances d'entreprise. Évidemment, il n'y a pas de rendement sans risque, ça se saurait. C'est clair. Donc on voit bien qu'en fait, il y a deux strates en réalité. Il y a le rendement sans risque, celui de l'État français, et les entreprises, quand elles veulent emprunter en plus, pour aller chercher de l'argent, elles sont obligées d'offrir ce qu'on appelle une prime de risque. Oui. C'est ce Ouais. que vous Complètement. évoquiez, hein, c'est ça, Ouais. on est bien d'accord. Un écart de Parfait. crédit, en fait, on C'est dit. ça. Ouais, tout D'accord. à fait. Un C'est tout à spread fait ça. de crédit. Hein. Exactement. D'accord. Donc, quels sont les merci. Quels sont les risques associés aux obligations d'entreprise? On voit bien qu'il y a des notations qui sont spécifiques aux obligations d'entreprise. Comment sont-ils évalués ces risques et comment fonctionnent les agences de notation? On connaît tous quelques-unes, avec notamment Standard & Poor's pour la plus emblématique d'entre elles. Alors, Jean-Yves, d'abord, on voit quand même que c'est un métier de spécialiste. Mm-hmm. Hein, il y a plein de particularités, à qui je prête, pour combien de temps, etc. On va parler des notations. Donc, attention, il s'agit quand même de se rapprocher de son conseiller et de voir en fonction de son profil de risque, de son aversion au risque, de sa situation financière, qu'est-ce qui peut correspondre au mieux dans une allocation d'actifs en typologie d'obligations, en pourcentage, etc. Parce que toutes les obligations sont notées en risque. Oui. Hein. Le risque, le fameux risque, série entre 1 et 7. Hein. Donc, on a bel et bien cette notion de risque qui prime. Qui est très importante. Voilà, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de rendement sans risque, donc il ne faut pas croire que tout ça est garanti. D'accord. Cela étant dit, comment on peut, quelques instruments qui sont disponibles pour jauger justement de la capacité de l'entreprise à nous rembourser. Hein, est-ce que cette entreprise a beaucoup de capacité à nous rembourser, a de fortes chances de nous rembourser ou pas? Autrement dit, est-ce qu'elle est plus ou moins risquée? Effectivement, on se sert des notations, on parle de triple A, c'est la meilleure notation. Après, il y a double A, on dégrade un peu, A, triple B, double B, etc. Et jusqu'à D, D c'est le défaut, ça veut dire qu'il commence à y avoir une défaillance du remboursement, elle n'est plus en mesure de vous rembourser ce que vous lui aviez prêté. Donc là, on renégocie. On renégocie soit l'échéance, soit ce qu'on appelle le principal, c'est-à-dire le montant, soit la longueur. Donc, ce qui est bien noté, on appelle ça entre le triple A et le triple B-, tout le haut de cette catégorie, c'est la catégorie d'investissement. Ce sont des entreprises qui sont jugées de bonne qualité. Et en dessous, on devient dans la catégorie spéculative, la catégorie haut rendement, où le rendement est souvent plus attractif, mais avec un risque plus important. Un peu plus important. Bien sûr. Alors, quelles sont les spécificités des fonds obligataires à échéance? Des fonds obligataires datés, il y a sans aucun doute des critères qui relèvent de ces fonds et qui ne font pas partie de la grande famille que vous aviez développée au début de votre intervention. Alors Jean-Yves, en fait, quand vous rentrez dans un fonds obligataire, donc il y a plusieurs obligations pour diversifier évidemment, disperser le risque, pas mettre tout sur une même entreprise, voilà, la moindre des choses. Effectivement, il y a deux solutions dans une allocation classique. Ça va être soit d'être sur un fonds ouvert, ça veut dire j'investis dans ce fonds qui n'a pas de maturité précise et le fonds vit sa vie, avance avec le temps et voilà, c'est un fonds ouvert classique qui investit dans plusieurs obligations. Et il y a les fonds à échéance que vous stipulez, Jean-Yves, où là, ça donne une date cible. On sait que ça va être une échéance 2027, 28, 29, 30. D'accord. Voilà, on voit le bout de l'investissement et ça permet à l'investisseur d'avoir une visibilité sur le rendement espéré, connu, avec une date de sortie cible. Donc, c'est une bonne visibilité pour lui. Et bien souvent, les investisseurs, dans ce type de fonds obligataires à échéance, peuvent sortir de manière anticipée. Donc, il y a quelque chose dans les fonds à échéance, je dirais, de plus dans la visibilité qu'a l'investisseur au départ, quand il investit au départ. À faire du sur-mesure sur un horizon temps que l'on a et qui correspond à la date de sortie prévisible de l'obligation. Complètement, c'est complètement ça. Donc là, on fait du sur-mesure. Hein, voilà, alors qu'un fonds ouvert, vous rentrez dedans, vous sortez du fonds ouvert, mais il vit sa vie tout le temps. D'accord, c'est un peu différent. Il est un petit peu, on va dire, il tourne tout le temps. Il tourne tout le temps, exactement. D'accord. Alors, à long terme, comment voyez-vous l'évolution des rendements obligataires? Ça, c'est une question très ouverte. Et dans quelles zones géographiques et secteurs d'activité voyez-vous les meilleures opportunités d'investissement? Voilà, là, du coup, on va faire un petit peu
un petit peu d'économie là. Hein, Ouais. Alors, nous, on aime bien d'abord les émissions en euros. Parce que si vous allez sur d'autres devises, c'est encore un risque supplémentaire. Ça ne veut pas dire que c'est mal, mais c'est un risque en plus. Donc, aujourd'hui, couverture de risque de change, qui a un coût, etc. Donc, aujourd'hui, on a une préférence pour les émissions en euros. Notre monnaie traditionnelle, celle qu'on utilise tous les jours. Deuxièmement, on est intéressé par la catégorie spéculative que j'évoquais tout à l'heure, donc plutôt les moins bonnes notations. Mais le haut de la fourchette des moins bonnes notations, je ne sais pas si je suis clair. Ouais, si, c'est tout à fait ça. Hein. Voilà, donc plutôt le segment double B, voire double B+, donc presque la catégorie d'investissement. Donc presque, voilà. Ça, pour nous, c'est quand même un gage de meilleure chance d'être remboursé à échéance, d'avoir des entreprises qui sont de meilleure qualité que la pire des catégories du haut rendement. Voilà. Enfin, on aime bien diversifier, comme je vous le disais tout à l'heure, sur beaucoup d'émetteurs, hein, parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Oui, il y a des opportunités, mais on peut avoir de temps en temps des surprises. Il y a combien d'émetteurs en moyenne sur une obligation Alors, sur un fonds obligataire, ça varie. Les pas trop diversifiés, les assez concentrés, on appelle ça les fonds concentrés, vont être sur 30, 40, 50 lignes, ça nous semble trop concentré. Un fonds bien diversifié, c'est plus de 100 lignes, voire 150, voire plus de 150 lignes obligataires. Donc, vous dispersez bien le risque. Le risque est dilué, Voilà, vous diluez le risque. S'il y a un émetteur qui vous fait défaut, qui vous rembourse pas ce que vous lui avez prêté, donc on appelle ça le principal, ou qui vous donne un coupon moindre, donc qui n'est pas en mesure de payer votre coupon, hein, votre intérêt, et ben à ce moment-là, ça a moins d'impact sur le fonds, sur le panier global. Et enfin, au-delà du nombre de lignes, il est important de voir dans quel secteur on investit. Parce que si vous mettez 150 lignes obligataires, mais vous êtes tous sur un secteur, la diversification n'existe pas. Bah voilà, donc nous on aime bien regarder, être plutôt sur des secteurs, pas mal de secteurs, on a plutôt une trentaine, quarantaine de secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous voulez éviter absolument? Alors, le mot est un peu fort. C'est pas qu'on veut les éviter, mais ce sont des sujets qui sont les secteurs de la finance, l'assurance ou les banques. C'est pas à éviter, ce sont des bons secteurs, il y a tout intérêt à leur prêter, etc. Mais dans les fonds de portage, c'est un risque différent que des entreprises classiques du CAC 40 et qui sont pas financières. Donc, nous, on aime bien. On préfère d'abord aujourd'hui le secteur non financier, mais on s'interdit pas dans certaines stratégies de mettre. Il y a certains investisseurs qui prennent ce risque aussi d'aller chercher. Alors on a parlé des fonds datés qui relevaient d'une stratégie de gestion avec une échéance connue à l'avance qui pouvait avoir un impact et un intérêt fort. Quels sont donc les autres intérêts d'intégrer donc des fonds obligataires datés dans une stratégie plus globale? Alors je dirais tout d'abord c'est diversifier par rapport à des actifs classiques. D'une allocation, ça fait bien longtemps qu'on ne pouvait pas diversifier son portefeuille avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait il y a encore quelques années, quelques mois, de l'effet TINA, There is not alternative. Traduction en français, il n'y a pas d'alternative aux actions, puisque, on le disait tout à l'heure, les taux étaient au ras des pâquerettes à presque zéro. Donc, c'était très compliqué pour un investisseur, qui soit institutionnel ou particulier, d'aller trouver autre chose que les actions dans son portefeuille. Aujourd'hui, c'est pour ça on trouve que c'est vraiment une opportunité qui est intéressante. C'est on peut à nouveau diversifier son portefeuille à côté des actions avec des obligations. Et pour répondre plus précisément à votre question, moi je dirais que c'est aussi intéressant de diversifier les obligations entre elles. C'est-à-dire, pourquoi pas peut-être un peu d'obligations financières dans une poche, un peu plus risquées, avec un risque différent, mais pourquoi pas. Un peu d'obligations d'entreprise, de fonds à échéance ou de fonds ouverts plus classiques, et même d'obligations très bien notées, puisqu'aujourd'hui elles donnent une rémunération qui est intéressante. On peut voilà, c'est un panel tout à fait obligataire. Diversification, ne pas mettre tous les. Alors, nous, on aime bien aujourd'hui les fonds datés parce que ça donne une visibilité encore plus forte dans un monde où compliqué d'avoir de la visibilité, qui est très incertain. Mais ça n'empêche pas les investisseurs d'aller dans des fonds ouverts classiques. C'est aussi très intéressant à notre sens. Parfait. Merci Bertrand. Une petite dernière question pour, en tous les cas, sur la première partie. Quel type de fonds à échéance vous aimez tout particulièrement? Alors évidemment, on va aussi parler quand même de OFI Invest High Yield 2027, votre bébé maison. Oui. Alors, nous, on aime effectivement des échéances, donc plutôt les fonds à échéance, effectivement, vous l'avez bien dit tout à l'heure, Jean-Yves, et dans les fonds à échéance, plutôt des échéances courtes.
On a évoqué brièvement tout à l'heure le risque de taux. Nul ne sait si les taux vont monter ou baisser. On ne peut pas le savoir. Si ça se savait, ce serait trop facile. Donc, si les taux montent, vous avez quand même une valorisation qui baisse. Rappelez-vous ce qu'on s'est dit au tout début de l'entretien. Hein, et plus vous êtes court dans les prêts que vous faites, dans les obligations que vous souscrivez, moins vous avez ce risque de taux. Bien Donc, sûr. Nous, on aime bien, dans ce contexte quand même très compliqué que chacun connaît, avoir des échéances assez courtes. 2027, par exemple, ça nous va bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, pas mal d'émetteurs. Nous, on parle plutôt dans nos stratégies de plus de 150 émetteurs. Et des émissions en euros, on en a parlé aussi, et dans le haut du panier de la dette spéculative, donc plutôt une moyenne d'émetteurs WB, voire WB+. Voilà, parce que dès que vous dégradez la qualité des émetteurs, ok, vous avez un rendement espéré plus fort, mais vous avez beaucoup plus de risques proportionnellement d'avoir des problèmes, c'est-à-dire des émetteurs qui sont dans une moindre capacité à vous rembourser. Risque de crédit, quoi. Oui, tout à fait, absolument. Une possibilité que les taux remontent, qui baissent, mais troisième possibilité, qui reste à ce niveau-là, c'est-à-dire assez élevé, plutôt longtemps. Hein, et ça serait une bonne nouvelle pour les porteurs, parce que chaque jour qui passe, quand vous êtes porteur d'obligataire, vous avez un intérêt qui court, des coupons qui tombent. Donc, c'est bien d'avoir des obligations dans ce scénario-là. Merci Bertrand. Alors, place aux questions. Je passe la parole à la régie. Donc, on a reçu énormément de questions. On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. On en a sélectionné quelques-unes. Donc, pour commencer, n'a-t-on pas intérêt à rentrer dans un fonds daté le plus tard possible à la fin de la hausse des taux? Alors, si vous jugez que vous êtes à la fin de la hausse des taux, oui, c'est-à-dire que vaut mieux attendre que mais sauf que vous avez vu les chiffres d'inflation qui viennent de tomber aux États-Unis, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas si on est déjà à la fin de la hausse des taux ou pas. Notre scénario officiel chez Ophi Invest, c'est qu'effectivement, on a fait la plus grande partie du chemin et qu'on a effectivement fait le plus. Donc, c'est asymétrique, c'est-à-dire que vous avez plus un intérêt à rentrer qu'à attendre que ça monte encore les taux éternellement, quoi. Puisque une fois encore, chaque jour qui passe, si vous rentrez, vous avez un rendement qui tombe. Mais peut-être que c'est pas le meilleur timing d'investissement, le meilleur moment, mais nul ne sait. Effectivement, si vous pensez que les taux vont continuer de monter, alors il vaut mieux attendre. Vous avez raison. Ou alors rentrer en plusieurs temps. Vous avez tout à fait le droit de faire échéances. Exactement. Comme ça, vous modérez votre pari, votre risque en rentrant en plusieurs fois. Ça peut avoir du sens. Merci. Alors peut-être plus une question pour Jean-Yves. Est-ce que vous pouvez nous parler des fonds datés que propose Alta Profit? Oui, donc on a effectivement un panier de fonds qui inclut évidemment le fonds dont on vient de parler. Et on a des fonds qui sont portés par Carmignac sur 2 échéances, 2025 et 2027. Ce sont des fonds qui sont sur notre site et dont on parlera bien évidemment concurremment avec le fonds Ophi avec grand plaisir. Merci. En quoi les fonds datés sont-ils adaptés pour la planification de la retraite? Je ne sais pas si vous avez une idée. Alors là, en réalité, si je devais... l'échéance de retraite, c'est quand même une réponse qui est longue, alors que les fonds datés ont plutôt une maturité qui est courte. Donc je dirais qu'ils sont plutôt pas adaptés sur une échéance longue, ils seraient adaptés dans une logique où la retraite est à une échéance courte. Et donc, j'ai sécurisé un capital qui est peut-être gorgé de plus-value. J'ai pas du tout envie de le mettre sous tension avant la retraite. Si j'ai 3-4 ans de portage, là du coup oui ça peut avoir, mais attention, une échéance longue, non, je n'investirai pas sur ce type de fonds. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des conditions pour sortir avant l'échéance du fonds et est-ce qu'il y a des pénalités? Alors, normalement non. Sur les stratégies obligataires à échéance, ça a changé ça. Le régulateur a changé au cours des années. Avant, bien souvent sur les fonds à échéance, vous aviez des frais de sortie anticipés acquis au fonds, c'est-à-dire pour l'équité des porteurs. Aujourd'hui, on a un mécanisme de sortie anticipée, mais normalement, si les conditions de marché sont correctes, sans énormes avaries sur les marchés financiers, vous pouvez sortir à tout moment, sans pénalité. Cela étant dit, le régulateur dit aussi que si les conditions de marché sont extrêmes, quel que soit votre support d'investissement, action obligataire ouvert, obligataire à échéance, la société de gestion peut, pour sécuriser les porteurs, mettre ce qu'on appelle contraindre les sorties.
Voilà. Mais c'est vraiment dans un cas où il y a un De cataclysme sur les liquidité, marchés. quoi. Absolument. Et ça, c'est vrai maintenant pour la plupart des fonds disponibles à la commercialisation. Ça, c'est le swing pricing, les frais ajustables, les préavis. Ouais, voir les gates, c'est-à-dire qu'il y a des, gates, ouais, voilà, ça mais en sort en ça, plusieurs c'est fois. un très très mauvais scénario, mais je vous le D'accord. cite parce que ça peut arriver et c'est vrai pour tous les fonds, pas uniquement les fonds à échéance. Mais si dans des conditions de marché normales, hein, même s'il y a des baisses ou des hausses de marché normales, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez sortir sans frais par anticipation. C'est assez agréable. Ouais. Et est-ce que du coup, pour rentrer dans ces fonds, peut-être plus pour joindre cette question, est-ce qu'il y a des frais supplémentaires? Non, ce sont les frais qui sont classiques, hein, liés aux conditions générales. Les frais de gestion qui sont directement prélevés par les sociétés de gestion sont parfaitement mentionnés et visibles dans la documentation qui est proposée de façon réglementaire. Et on a évidemment les frais qu'on appelle les frais de gestion. Hein, donc les frais de gestion sur les unités de compte, il n'y a aucun frais complémentaire, ni à l'entrée, ni à la sortie. Ouais, et j'ajoute, Jean-Yves, merci, c'est clair, que les frais de gestion, à mon sens, ils sont très importants. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour un investisseur particulier d'acheter une obligation en direct. D'abord, c'est dangereux, vous avez un risque spécifique d'une obligation, et surtout, c'est un marché de gros. C'est-à-dire que c'est des marchés d'institutionnels où on va, quand on est une société de gestion dont c'est le métier et qu'on souscrit une obligation, donc on prend un emprunt auprès d'une entreprise, c'est souvent pour des gros volumes, donc on négocie et on a des conditions qui sont d'autant plus avantageuses à l'achat ou à la revente. Donc ce sont des frais qui sont justifiés, c'est normal, et il y a un contrôle de risque au jour le jour, de temps en temps, même dans un fonds à échéance. Peut-être que le gérant du fonds jugera qu'il faut sortir une ligne parce que il y a quelque chose qui lui fait peur ou qu'elle a assez performé. Et voilà. Donc tout ça, ça justifie un travail qui, à mon sens, est très important. C'est vrai que les accès à des obligations, pas forcément datées, mais des obligations classiques d'entreprise, on a accès à une ligne. Tandis que là, il y a un panel, d'où la diversification que vous avez évoquée tout à l'heure et qui relève de la logique patrimoniale qu'on met en avant assez systématiquement. Très important. Source de diversification. Justement, vous nous parlez d'obligations d'entreprise, mais quel est leur intérêt puisqu'elles sont corrélées au marché des actions et que normalement elles rapportent moins que les actions? Ah, bonne question. Alors, c'est deux risques différents, on l'a dit tout à l'heure. Une action, ça donne des dividendes si la société fait un résultat net positif, et qu'elle décide de distribuer des dividendes. On est propriétaire de l'entreprise, c'est un risque très spécifique. Ça, ce sont les actions. Obligations, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas du tout propriétaire de l'entreprise. Je prête juste à l'entreprise et elle me donne un intérêt. Donc déjà, rien que pour ça, c'est pas mal. Après, une obligation, ce qui est intéressant, c'est que au moment où elle est émise par l'entreprise, vous avez un prospectus. Tous les prospectus des obligations sont différents. Hein, donc, c'est vraiment un métier de spécialiste. Il n'y a pas une obligation qui a le même prospectus. C'est un contrat. Et dans ce contrat, ça stipule les conditions d'octroi des coupons. Donc, vous avez une visibilité claire, à condition qu'il n'y ait pas de défaut de l'émetteur. C'est toujours important de le préciser. Des coupons que vous allez recevoir. Les dividendes d'une entreprise, c'est très aléatoire. Ça peut aller, et c'est pas parce que ça a pendant 15 ans donné des dividendes que la 16e année, il y aura un dividende. Voilà. Donc, je dis pas que c'est merveilleux et qu'il n'y a que les obligations et pas les actions. Je dis juste que c'est deux risques très différents. Si je prends à titre d'exemple, alors attention, ce sont des exemples d'obligations que nous sommes susceptibles d'avoir dans certains portefeuilles aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on les aura demain dans le futur. Et surtout, c'est sûrement pas des exemples qui sont des recommandations d'achat ou de vente. Mais si je prends Iliad, la maison mère de Free, hein, donc qui déploie aujourd'hui la 5G en Italie, en Pologne, qui investit dans l'intelligence artificielle, Iliad, une échéance donc au 13 novembre 2023 qui va jusqu'à juin 2027, c'est quand même un rendement de 5,50 aujourd'hui, brut. Levis, que chacun connaît, les fameux Lévi-Strauss, voilà, une entreprise qui existe depuis 1853, au 13 novembre 2023. Si vous prenez l'obligation Levis, échéance mars 2027, c'est dans pas longtemps, ça vous donne un rendement de 5,20%. Donc, une fois encore, à condition que ces entreprises-là ne fassent pas faillite entre-temps, mais voilà, ça donne une visibilité. Hein, c'est pas là non plus, c'est pas magique, ça marche pas à tous les coups et de temps en temps les entreprises font défaut. Mais c'est différent d'une entreprise qui peut avoir une année plus difficile et qui décide tout simplement de pas distribuer de dividendes. Merci. Alors peut-être une autre question. Du coup, comment sont réinvestis les coupons dans les fonds à échéance?
des questions très pertinentes. On voit qu'il y a des experts qui nous écoutent, ça fait plaisir. Alors, ça dépend à quel moment on est. Pour les fonds à échéance, Oui. Pour les fonds à échéance, ça dépend à quel moment on est du fonds. Si on est très proche du terme, vous avez des fonds en général, si les conditions de marché sont normales, qui vont quasiment se monétiser. Donc, on peut laisser, si je dis n'importe quoi, mais si on est à quelques semaines, quelques mois du terme du fonds, on préfère presque ne pas investir en risque, quel qu'il soit, pour permettre à tous qui voudront sortir à échéance d'avoir la liquidité. En revanche, au début du fonds, là, par exemple, nous, dans la plupart de nos stratégies obligataires à échéance, on a des flux entrants, on souscrit aux conditions de marché actuelles. Je vous ai donné tout à l'heure une idée de rendement d'un indice européen d'émissions euro hors entreprise financière. Ça nous semble intéressant. Voilà. Merci. Donc, peut-on mettre des obligations dans l'assurance vie? Oui. Oui, là, du coup, effectivement, oui, on a des calibrages qui sont spécifiques pour l'assurance vie. L'ensemble des contrats proposés par Alta Profit intègrent des fonds obligataires datés. N'hésitez bien évidemment pas à nous questionner sur l'offre actuelle. Ça, c'est clair. Oui, c'est non seulement une diversification. Quand vous êtes dans l'obligataire daté, Jean-Yves, c'est ce qui est, vous diversifiez déjà parce que on l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal d'obligations, plusieurs dizaines d'obligations, et en plus de confier à plusieurs sociétés de gestion, ça peut avoir du sens aussi parce que on va avoir des vues différentes, peut-être des échéances différentes, peut-être certains mettront un peu plus de financière, un peu plus de risques. Pas forcément du mauvais risque, il y a des bons risques, pour avoir un peu plus de rémunération espérée. Voilà, donc c'est intéressant effectivement et de le faire dans un cadre en plus d'enveloppe fiscale assurance vie, ça a beaucoup de sens. Alors on vient beaucoup de parler du coup de fonds datés, mais du coup par rapport à un fonds obligataire classique, est-ce qu'il y a un réel avantage? Est-ce que c'est pas un effet de mode? Alors, clairement, mode, non. Les conditions de marché ont totalement changé. On était avec des rendements proches de zéro, qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt il y a quelques années. Aujourd'hui, les rendements sont intéressants, c'est juste pragmatique, c'est pas une mode. Après, pour l'aspect fonds à échéance ou pas, le fonds à échéance, il a une vertu, c'est que c'est une bonne visibilité pour l'investisseur. On pèse son risque, on sait son échéance, on sait le rendement attendu à partir du moment où il espérait, en tout cas, le rendement cible espéré, s'il n'y a pas de défaut. Et plus vous approchez de l'échéance, comme on l'a dit, plus votre risque diminue. Ça, c'est un élément important aussi. Vous mettez au départ un investissement financier, vous avez votre échéance, et vous allez près de l'échéance, et à la fin, vous récupérez le nominal, quoi, en fait. Le nominal, voilà ce que vous avez mis, et avec les rendements, à partir du moment où il n'y a pas eu de défaut. Dans le fonds ouvert classique, c'est pas pareil. Le fonds ouvert, le risque est toujours le même, il se décale dans le temps. Donc, si vous rentrez maintenant, ou si vous rentrez dans 6 mois, ou si vous resterez dans 2 ans, un fonds ouvert, vous rentrez, vous avez le risque pour la duration du fonds, qui bouge avec en permanence. Donc, c'est deux stratégies qui sont un peu différentes. Une fois encore, nous, aujourd'hui, on aime bien les fonds à échéance parce que l'environnement est incertain. C'est une opportunité qui nous semble intéressante et surtout, c'est un risque qui est pesé avec une échéance courte et plutôt tout ce qu'on fait pour essayer de contraindre un maximum le risque. Voilà. Il y a du risque, ça reste du haut rendement, donc de la dette spéculative, mais on contraint le plus possible le risque en ne mettant pas notamment tous nos œufs dans le même panier. D'accord. Merci beaucoup. Justement, en parlant de risque, est-ce que le monde surendetté ne devient-il pas un peu dangereux pour le prêter? Alors, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que les États ont vraiment émis énormément de dettes. Ça a été la planche à billets pendant des années et des années. Alors là, elles restreignent le crédit. Justement, elles font machine arrière depuis quelques mois maintenant. Moins d'enveloppe de crédit, elles vont moins investir directement. Les banques centrales, à un moment donné, investissaient carrément dans les États ou dans des grandes entreprises. Ça, c'est de moins en moins. Ce phénomène-là, les taux ont augmenté, donc voilà, ça va dans le bon sens. Donc c'est des grosses masses. L'auditeur qui pose cette question a raison de la poser parce que c'est jamais très agréable d'être très endetté. Mais tant que c'est sous contrôle et tant qu'on a confiance aux États, voilà. Après, c'est vrai que l'endettement des États, des entreprises, des ménages a considérablement augmenté. Bon, la période a sans doute aidé. On est en train de mener, les banques centrales, elles sont en train de mener une politique justement pour tenter de sortir de cette situation et de faire dégonfler la bulle, notamment en ne réinvestissant pas des obligations qui arrivent à terme en les sortant carrément de leur bilan. Donc voilà, il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour justement, parce que ces dangers sont clairement identifiés. Oui. Okay.
Et pour conclure, peut-être une question qui reste dans ce thème. Du coup, vous nous avez parlé de la notation pour aider à trouver les bons fonds, enfin des fonds mieux notés. Où est-ce qu'on peut trouver ces informations de notation? Alors, j'invite les auditeurs à se rapprocher de leur conseiller financier de toute façon, parce que il faut encore des métiers de spécialistes, mais vous avez dans les reportings de chaque fonds des notations moyennes des obligations en portefeuille. Je précise une chose, il y a la notation des fonds eux-mêmes, qui est différente de la notation des obligations qui sont dans les fonds. Là, on a parlé des notations des obligations qui sont dans les fonds. Les fonds eux-mêmes ont des obligations. Des notations, excusez-moi, même moi je m'en mêle. Mais voilà, non, mais tout ça fait que c'est très lisible dans les reportings mensuels. C'est une information qui est obligatoire. Les fonds obligataires, qu'ils soient ouverts ou datés, doivent indiquer le pourcentage de notes en fonction des émetteurs qu'ils ont en portefeuille. Et ça mérite d'être discuté de toute façon avec son conseiller, Ouais, je pense. et puis au-delà de la moyenne des notations qui sont effectivement mises en avant dans les fiches de synthèse des différents acteurs, on a, pour synthétiser quand même de façon optimale, le risque de chaque fiche entre 1 et 7, qui est la moyenne de ce qu'on peut envisager comme risque stratégique. Donc, tous ces éléments sont là. Je vais vous laisser conclure, Jean-Yves. Oui, écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, on a ces fonds qui relèvent d'une stratégie opportuniste, qui sont intéressants. Je pense qu'ils ont toute leur place dans une stratégie de 2 à 4 ans. Après, on peut aller un petit peu plus loin, ça dépendra de l'offre. Ce qu'on vous propose, c'est d'en discuter avec plaisir et passion dès demain sur nos lignes. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse ensemble faire une synthèse de ces produits assez nouveaux sur le marché, mais en tous les cas qui méritent beaucoup d'intérêt. À bientôt et merci, au revoir. Merci, au revoir à toutes et à tous. Merci Jean-Yves. Au revoir.